Je commence cette vidéo en vous signalant une très bonne rencontre de Lordon avec un public helvète, toute récente et qui se trouve sur YouTube ici. Publié par Espace Dickens TV le 1er juillet 2022. Si vous avez aimé mes vidéos pour leur contenu, vous entendrez Lordon y étendre son propos en parallèle au mien puisque, je vous l'ai dit, je m'inspire largement de ses propositions en essayant de les rendre plus concrètes et plus faciles à écouter. Si vous n'avez pas aimé mes vidéos pour leur forme, Lordon vous aidera peut-être à y voir plus clair. Résumons les 6 premières vidéos de réponse sur la construction d'un communisme désirable que vous retrouvez dans les crédits ci-dessous. En gros, ces 6 premières vidéos répondaient à la question suivante. Si nous voulons d'un communisme horizontal, démocratique, nous devons envisager un certain nombre de problèmes pour lesquels des solutions doivent être proposées. En premier, nous avons vu comment nous comptions démocratiser la prise de décision de la production. Ensuite et en deuxième, nous avons traité de la distribution, d'à peu près tout, et comment nous pourrions nous en tirer démocratiquement aussi. La troisième et la quatrième vidéo montraient comment l'entreprise privée était organisée et financée. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu ces vidéos, cela doit étonner. Quoi, l'entreprise privée en communisme? Et pourtant, les vidéos 5 et 6 expliquaient de manière très brève à quoi allait encore bien pouvoir servir l'argent et les marchés. Quoi, l'argent, les marchés en communisme? Ben oui. Dernier petit rappel avant cette double dernière ligne droite, quand je dis communisme, je peux aussi bien dire anarchisme, puisque pour moi les deux mots sont interchangeables. Comme il ne saurait y avoir de communisme sans démocratie, ni de démocratie réelle sans égalité, l'anarchisme est, au fond, la meilleure appellation pour un système horizontal où toutes les prises de décision impliquant le collectif se prennent collectivement dans un système de responsabilités nombreuses, partagées, collégiales et en rotation. Bref, c'est l'anarchie. L'organisation humaine sans hiérarchie, même s'il existe des systèmes de fonctionnement temporairement verticaux concernant certaines prises de décision stratégiques. Il reste un point très important à résoudre, celui de la division du travail. C'est un point crucial à discuter, parce que la division du travail est un concept très clivant. En effet, à travers la division du travail, c'est l'inégalité entre les membres d'un groupe social qui doit être traitée. Au cours des 1000 dernières années d'histoire, celles que je connais le mieux, et plus particulièrement au sein du monde occidental, les inégalités ont été nourries par la division des rôles économiques. Certaines fonctions ont longtemps été considérées comme stratégiquement supérieures aux autres. Celle de prêtre ou de prince, puis celle de gestionnaire de la monnaie à travers les fonctions de trésorier, banquier, assureur, investisseur et enfin actionnaire. Ce caractère stratégique autoproclamé est sacralisé par des normes supérieures édictées par une relation intime entre le pouvoir symbolique, principalement la religion mais pas que, et le pouvoir juridique dont la base est le droit romain et la propriété privée. Cette sacralisation est perpétuée par la légitimation profonde et très ancienne du caractère héréditaire des charges et des patrimoines. Le surrevenu retiré au cours de sa vie dans le cadre de ses fonctions qui sont pourtant largement moins fatigantes que celles des producteurs de biens essentiels est transmis de père en fils ou par cooptation, souvent en compagnie de la fonction elle-même. De stratégique donc, les fonctions deviennent symboliquement supérieures et sont sacralisées. Les sanctions qui punissent ceux qui s'opposent à cette pyramide symbolique sont particulièrement lourdes. La fabrication de fausses monnaies est longtemps punie de mort. Les religions ne peuvent être contestées sous peine de mort également. S'attaquer à un prince est un crime de lèse-majesté qui entraîne également la mort. Tout cela de manière systématique. Ce n'est que très récemment que ces crimes ont été punis plus légèrement, mais toujours par des peines de prison très lourdes. Le passage de la féodalité à la puissance bourgeoise s'est fait globalement de manière peu violente, en dehors de quelques épisodes, parce que finalement ce passage ne remettait pas l'ordre des fortunes, ni la distribution des patrimoines en question. Au fond du fond, la cooptation des successeurs et le prolongement des fortunes à travers l'héritage n'est que très exceptionnellement questionné. L'élément clé de cette confiscation des biens publics a donc pu se faire par la sacralisation de fonctions particulières considérées comme stratégiques malgré le faible investissement physique qu'elles impliquaient. Qu'on arrête de se moquer. Il est bien plus facile d'être prince, prêtre, banquier, assureur ou investisseur que paysan, éleveur, artisan ou petit commerçant. Les responsabilités revendiquées par les charges stratégiques ne sont qu'un prétexte puisque la verticalité de leur pouvoir est une production artificielle de très longue date qu'il suffirait de renverser pour briser la justification de leur surrevenu et de leur patrimoine. En fait, les systèmes juridiques ont permis de transformer des biens publics trouvés dans la nature en biens privés dont les individus titulaires des charges stratégiques avaient la garde, qu'ils ont transformé en possession, avant de s'en arroger la disposition pour finir par développer le principe de la propriété. C'est ainsi qu'ils se sont arrogés la possibilité de gérer de manière exclusive des biens qui, il y a très longtemps, étaient considérés comme biens publics, biens collectifs et sont devenus biens privés. La propriété privée, c'est le vol des biens publics. Le plus étonnant peut-être, quand on observe l'histoire de la production des biens et des services, c'est que la division du travail reconnaît à des activités moins pénibles, moins dangereuses et même moins nécessaires plus de valeur économique. Sinon, comment expliquer que les gamins qui fabriquent les ballons de la Coupe du Monde gagnent des clopinettes pendant que les gestionnaires de la marque à la virgule se font des salaires à 5, 6 ou 7 chiffres?
Bref, la division du travail, dès le début, a promu les inégalités qui résultent aujourd'hui dans la situation où il paraît normal et légitime à certains qu'une fraction infime de la population ait abouti à l'accumulation d'une énorme part du patrimoine humain dans l'exercice d'une activité dont on peut raisonnablement questionner l'utilité réelle, tandis qu'une large portion de l'humanité se partage des travaux essentiels, pénibles et mal payés. Donc, la division du travail entraîne l'inégalité. Il y a aussi une autre dimension qui rend la division du travail insupportable, une dimension beaucoup plus récente. Avec l'industrialisation, dont les bases ont été posées au temps moderne, il y a 200 à 500 ans, la fabrication d'objets complexes a cessé d'appartenir à un seul individu. Bon, certes, on peut dire que le potier était rarement le céramiste. Au passage, je vous livre une réflexion que j'ai eue récemment en lisant le bouquin d'Emmanuel Todd sur l'histoire des femmes. Il montre notamment que sur toute la planète, la poterie est plutôt une activité féminine comme la cueillette, alors que la chasse et la pêche, la construction de maisons, sont plutôt des activités masculines. Mais si la poterie est une activité féminine, dans mon souvenir de mes études d'histoire de l'art, les artistes céramistes grecs connus sont tous des hommes. Dès qu'il y a du prestige, bon, je pose ça là. Donc on peut dire que le potier est rarement céramiste, et très rapidement le fileur s'est distingué du tisserand, puis du tapissier. Mais les choses se sont accélérées avec le développement et la multiplication des machines. Je songe ici, par exemple, à l'apparition de l'imprimerie, appareil particulièrement complexe qui avait besoin d'experts menuisiers, d'experts forgerons, d'experts papetiers, d'experts typographes et évidemment d'experts littérateurs. Sans compter bien sûr en amont les bûcherons, mineurs, transporteurs, cultivateurs pour les fibres du papier, puis en aval les relieurs, les libraires, les colporteurs. Au total, de plus en plus de gens étaient nécessaires pour la fabrication d'un objet unique et la plupart de ces personnes pouvaient même ignorer l'objet final de leur travail. Il n'est même pas utile que le menuisier ou le papetier sache lire par exemple. Avec l'industrialisation de plus en plus importante, surtout au cours des 18e, 19e et 20e siècles, la division du travail entraîne une aliénation entre le travailleur et son activité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il devient difficile, voire impossible dans des conditions honorables de s'accomplir dans son activité professionnelle. Dit comme ça, cela peut paraître anodin ou mineur à celles et ceux qui n'en souffrent pas. Je pense par exemple aux créatifs. Mais la division du travail entraînant son aliénation est au moins aussi grave que les inégalités qu'elle a entraînées. L'impossibilité pour des travailleurs d'obtenir une reconnaissance de l'importance de leur travail est bien entendu totalement en conflit avec la recherche légitime du bonheur pour les humains. Et cela ne concerne pas que le travail à la chaîne, mais bien n'importe quelle activité dont le sens échappe à ses acteurs. Même le nettoyage des bureaux la nuit ne peut satisfaire ses auteurs. Comment peut-on s'accomplir dans un travail qui consiste à nettoyer des bureaux où l'on ne sait même pas ce qui se passe en journée? On ne peut dès lors que s'interroger sur la légitimité de la division du travail en soi, si l'on ne remet pas en question son organisation. Mais alors, pourquoi devrions-nous conserver la division du travail? Pourquoi ne pas revenir à une horizontalité radicale? Après tout, aujourd'hui, que nous maîtrisons des technologies phénoménales et que nous sommes loin de la situation mécanique des chasseurs-cueilleurs, on a fait des progrès depuis ça, on pourrait considérer qu'en s'organisant un peu, on pourrait se débarrasser de la division du travail et de l'aliénation qu'elle entraîne. Oui, mais si nous disposons aujourd'hui d'un stylo plutôt que d'un morceau de charbon pour gratter sur une feuille de papier blanche plutôt que sur la paroi d'une caverne, c'est parce qu'on a des quantités de travailleurs qui contribuent à fabriquer ce pauvre stylo, spécialisé dans des matières aussi différentes que le plastique et le métal, et ce magnifique papier qui inclut pas mal de matières premières et de techniques différentes aussi par ailleurs. Et ce n'est pas l'imprimante 3D qui résoudrait le problème, puisque d'une part, un stylo ne peut pas se contenter d'une seule matière, mais il est de toute façon impossible de fabriquer une imprimante 3D en France et en Belgique sans importer une grande quantité de matériel, ni avoir recours à des techniciens très divers et très qualifiés. Et donc nous voilà face à un problème cornélien, car faire table rase de la division du travail reviendrait à détruire pratiquement tout ce qui fait que nous vivons en moyenne 80 ans, dont 60 à 65 en bonne santé. À quoi devrions-nous renoncer si nous faisons table rase de la division du travail? Pratiquement à tout ce qui nous permet d'avoir une espérance de vie de plus de 30 ans pour commencer. D'un autre côté, si nous voulons renoncer au moins de choses possibles, comment le faire sans encore promouvoir l'exploitation du travail de beaucoup au bénéfice de quelques-uns? Ce qui risquera toujours d'arriver si la division du travail reste organisée par au-dessus, que cet au-dessus soit un board de conseil d'administration, un gouvernement libéral ou un parti unique. Enfin, si sortir de l'organisation actuelle peut déjà paraître une nécessité écologique, et si a priori on ne peut qu'être d'accord avec cette motivation, pour autant on ne peut éluder la motivation sociale. Ce qui signifie deux choses différentes. Premièrement, on ne peut imaginer de permettre à une minorité de riches possédants de vivre dans un paradis écologique, tout en excluant de ce paradis la majorité des êtres humains ou même une fraction minoritaire. Deuxièmement, il ne serait pas supportable de produire de manière écologique tout en obligeant une partie de la population de vivre mal, soit du fait des conditions de travail, soit du fait des revenus qu'elle en tire, soit même des deux. Imaginez une réflexion de changement d'organisation du travail sans remettre en question le sacrifice d'une fraction de l'humanité sur l'autel des nécessités et des désirs d'une autre fraction est donc insupportable dans une perspective anarcho-communiste ou communiste. Mais donc revenons à notre point.
Il est impossible, à moins de désirer perdre 40 années d'espérance de vie et de vivre plutôt très mal, de supprimer la division du travail. Pour autant, il nous faut trouver une solution claire pour ne pas reproduire socialement et environnementalement ce que le capitalisme a fait et fait toujours de nos jours, et fera toujours si nous le laissons faire. Dans les vidéos précédentes, nous avons déjà évoqué en fait la solution. L'organisation de la production se fera de manière démocratique et nul travailleur ne sera tenu de produire quelque chose s'il estime que les conditions n'en étaient pas bonnes. C'est donc par là que nous allons devoir définir notre comment.